L'Union européenne et les pays du Mercosur ont scellé vendredi un vaste traité de libre-échange touchant plus de 700 millions de consommateurs. Cet accord entre deux régions qui rassemble un quart du produit intérieur brut de la planète concernera des secteurs clés tels que l'automobile, l'habillement ou encore l'agriculture. Les 4 pays du Mercosur qui réunissent le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay pourront exporter près de 100 000 tonnes de viande bovine chaque année sans aucun droit de douane. L'accord doit encore être approuvé par les 28 États membres de l'Union européenne. Abra com cuidado os compartimentos superiores, pois as bagagens podem ter se movimentado durante o voo. Para a sua segurança e dos demais. In the European Parliament, we do, of course, legislation for Europe, but it is really, really important that we also look at what is the impact of the European Union in other countries. And that is why we traveled to Brazil. 3000 incendies ravagent l'Amazonie au Brésil, un record depuis 15 ans selon les chiffres officiels, des feux que les experts attribuent à l'action des agriculteurs, éleveurs et spéculateurs. Ils défrichent illégalement les terres en brûlant des arbres. Alors ce voyage, il est très important maintenant parce qu'il y a des textes qui sont en train d'être discutés, qui vont être votés en septembre, sur la déforestation importée. C'est-à-dire qu'il y a eu une prise de conscience en Europe de dire, si on importe du bœuf, si on importe du soja, si on importe du bois, parce qu'on a besoin de ça, est-ce qu'on ne participe pas indirectement à la déforestation ? Et notamment du Brésil, et notamment de l'Amazonie, qui constitue un des 3 poumons de la planète. Media Ninja is the biggest network of independent journalists in Brazil with a big presence on social media. So we're going to talk to them about human rights, press freedom, of course, state of democracy in Brazil. Le président brésilien Jair Bolsonaro, candidat à sa réélection, a critiqué à maintes reprises le système d'urne électronique. À 6 mois de l'élection, la justice brésilienne craint que Bolsonaro ne reconnaisse pas le résultat de la présidentielle en cas de défaite. Thank you for Media Ninja hosting us here in this incredible space. Yeah, we are here 3 members of the European Parliament, a lot of skillful advisors who work with us on legislation in the European Union. Por outro lado, também eu acho que vale dizer que a gente tem, ao longo desses últimos anos, as forças vivas da sociedade fortes, ativas e reagindo. E agora, nessas eleições, apresentando candidaturas como a do Douglas Belchior, como a do Sônia Guajajara. A gente tem bancadas do COCAR se organizando no Brasil inteiro. A gente tem bancadas pretas, bancadas quilombolas, bancadas LGBTs. Então, a gente também tem muita gente organizada apresentando solução, né, para a sociedade, para a gente conseguir ampliar essa representatividade no nosso Congresso Nacional. Eu acho que também é uma mensagem que vale dizer, né? Tem uma crise grande aqui, mas também a gente está produzindo soluções para apresentar para o mundo. Não é segredo para ninguém no Brasil de que o presidente da República ele não deseja que existam eleições em outubro desse ano. A presidência da República e as Forças Armadas e outras forças políticas no Brasil não reconhecerem o resultado eleitoral e reclamarem uma eleição no Brasil fraudulenta e dizerem que a eleição no Brasil não foi válida.
Alors, je disais, je suis très impressionné par les témoignages qu'on entend depuis 48 heures, 3 jours qu'on est ici. Vous avez souligné tout à l'heure que c'est important de reconnaître la validité du système électoral brésilien. Donc, s'il y a un engagement que moi je prends, je pense que sera suivi par mes collègues ici, c'est celui de faire prendre position au Parlement européen sur cette question de la reconnaissance de la validité du système démocratique brésilien pour que l'Europe ait une vraie action sur le moment qu'on nous a décrit comme extrêmement fragile en ce moment au Brésil entre la démocratie vaincra ou pas. Queria saber se vocês sabem como está esse movimento, se alguns eurodeputados pretendem vir individualmente para as eleições, se vocês têm acompanhado, se poderiam responder sobre isso, por favor. É muito importante que a gente tenha, observação, esse fortalecimento mesmo do processo, essa confirmação do resultado, seja lá qual for, a gente espera que seja melhor do que o que temos agora, mas que ele seja defendido, que o nosso processo seja defendido também, não seja colocado em xeque, como todos os dias tem acontecido. Bonjour à toutes et à tous. Et je trouve que cet échange avec toutes les ONG, ce que vous représentez, pour nous c'est très important de comprendre la démocratie, mais à l'intérieur du Brésil, et pas ce qu'on entend, la démocratie à l'extérieur du Brésil. La solution avec Ana et Claude, a solução que pensamos com Ana e Claude, ça va être de saisir la délégation UE Brésil pour demander à ce que des députés qui font partie de cette délégation puissent venir au Brésil avant les élections, pendant les élections et juste après les élections. Et au cas où ce n'est pas accepté par l'Europe, nous on reviendra. Sachez qu'on est avec vous, que pour nous le Brésil, ça représente au-delà de l'Amérique latine tout un symbole de l'avenir de la planète. Obrigado. Yeah. Let's take a picture together. Não tem limite. Franchement, c'est beaucoup plus fort que ce qu'on imagine depuis l'Europe et de ce qui est dit en Europe. La réalité est beaucoup plus grave que ce qu'on peut en percevoir en Europe. Donc ça nous brasse pas mal. C'est vrai que nous on vient avec devoir de vigilance des entreprises, avec carbone aux frontières, pesticides aux frontières, déforestation aux frontières, etc. Et ils nous répondent, la démocratie doit vivre pour que tout le reste puisse exister derrière. Et donc ça, on le prend quand même en pleine face. Alors, ils comptent beaucoup sur nous pour partager ça, simplement, pour dire c'est quoi la réalité, c'est qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les grands enjeux. C'est comment je vais survivre demain, ne pas être tué demain, etc. Comment la justice va essayer de répondre justement à une injustice flagrante. Comment arrêter la criminalité. Comment faire en sorte à ce que la police défende les gens. C'est quelle criminalité organisée absolument effrayante et incroyable à tous les niveaux, que ce soit dans l'exploitation minière, que ce soit dans l'exploitation du bois dans la forêt, que ce soit dans le recyclage de l'argent, le blanchiment. Alors après, sur toute la question de la forêt amazonienne et de ce qui se passe, la déforestation, c'est quand même le 3e poumon de la planète, la forêt amazonienne. C'est-à-dire que si on la détruit dans la décennie qui vient, on va avoir franchement du mal à respirer. Et c'est pas que symbolique ce que je dis, dans les décennies qui viennent. Donc on est particulièrement concerné par ce qui se passe ici. Bon, on va voir un carrefour. Ouais. Bien français. Bien français. Ça va me faire penser, tu sais, quand on avait fait le truc en Belgique. Avec le Nutri-Score. Là, ce qui était bien, c'est qu'on avait le temps d'étudier le supermarché avant de voir un peu les produits. Là, on part un peu à la découverte. Tout le commerce actuel qui est fait entre le soja, entre la viande, entre le bois, tout ça c'est importé en Europe sans qu'on ait la garantie que ça ne participe pas à la déforestation. C'est-à-dire le fait de couper les arbres à des fins d'élevage extensif. Cette personne-là qui fait partie d'une ONG participe à la certification des entreprises privées. Il nous a aidé à décoder les étiquettes qui sont consommées. Donc,
par les Brésiliens, parce que les Brésiliens participent aussi à cette déforestation. Mais tu as vu, il a parlé d'une application. Oui, je regarderai du genre de la ferme à la fourchette. Ouais. Mais je ne sais pas ce que ça contient, quelles sont les premières informations que ça donne. Donc le frigorifique, c'est celui qui achète la viande. Donc c'est lui qui a fait le haché, c'est lui qui l'a conditionné en barquette, mis sous vide, et qui l'a vendu à Carrefour. Então, é Carrefour que ele cortou, tipo, moeu a carne e colocou na embalagem. Isso. Oui. This is a kind of brand that Carrefour produces that they have the full traceability. Said about the traceability, but just general information. Don't have deforestation after 28. Ils disent qu'ils ne sont pas allés sur les terres indigènes. Donc on est bien d'accord que ça, c'est un acheteur de viande qui est dans un état du Brésil, qui est dans l'état de Mato Grosso. On sait qu'il a acheté la viande, mais dans ce logo, on ne sait pas où il a acheté la viande Mas et à aqui, qui. aqui com essa informação, a gente não sabe aonde ele comprou e a quem. Não. Não. Somente o frigorífico. Alors maintenant, on montre que là, on a une description des fermes et des productions Das fazendas, qui sont déconnectées de ça. mas isso está Ce qui veut desconectado. dire qu'on n'a pas de traçabilité sur l'origine réelle d'où vient la viande du producteur de la viande. Donc là, on a un commentaire sur les producteurs l'enseigne avec lesquels l'enseigne s'est engagée, sauf que c'est pas sur la traçabilité. Donc en fait, il y a une rupture dans la chaîne, donc on ne sait rien. Ça ne donne pas d'informations pour savoir si ces éleveurs-là participent à la déforestation. À travers l'ONG Imaflora, ils ont développé un programme de traçabilité. Et lui, justement, il est en train d'essayer de faire le pont entre l'industrie de la viande et la déforestation. Il est en train d'aider à favoriser une meilleure transparence dans la traçabilité. C'est pour ça que quand je dis ce que je disais sur la rupture dans la chaîne, c'est ma vision d'Européen, où nous on a une traçabilité complète et bien établie parce que les chaînes sont structurées. Peut-être que ça, ici au Brésil, c'est déjà beaucoup mieux que rien. Donc il a fait un morceau dans la traçabilité, nous on dit juste, il n'y a pas tout. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Eh bien justement, c'est pas un hasard qu'on ait choisi Carrefour, parce que 80% des produits de Carrefour sont consommés au Brésil, mais il y en a quand même 20% qui partent en Europe. Et on fait une directive sur la déforestation importée, et donc si on ne sait pas l'origine des fermes, où est produite par exemple la viande de bœuf, eh bien on est complice de la déforestation, par exemple en Amazonie ou dans d'autres secteurs. Donc quand on va ouvrir la question de la directive, de la responsabilité des entreprises, on va leur demander là aussi un effort supplémentaire pour compléter cette traçabilité que l'État, le pays ne mentionne pas aujourd'hui. Voilà. Et demain, on part à ça. À quelle heure on part demain? On va super tôt, à 6h30. Ouh. Il faut qu'on check ça. Merde, les bars. Voilà, ça y est les bars. Santarém, 350 000 habitants, c'est la 4e ville d'Amazonie. Ici, l'économie de la région, c'est le bois, c'est le plus grand pôle forestier du Nord. Alors, la demande du soja augmente, le port du Paranaguá dans le sud du Brésil est complètement rempli. Ils ont décidé qu'on va monter le soja dans le Nord. Ils nous ont amené ce port de la Cargill. Ici, on exporte en Chine et à Anvers, en Belgique. Quel est le grand business du soja? C'est le pharmaceutique. C'est quand tu as 100 kilos de graines, Monsanto, tu as 1500 kilos de médicaments. Des pesticides. Avec des pesticides, mais des pesticides. Ok, des pesticides. Donc, qui c'est qui fait le gros business? C'est surtout que quand ils partent d'ici, les bateaux sont pleins. Mais quand ils arrivent, ils sont vides. Donc il faut mieux les remplir de pesticides. Et après, qu'est-ce qu'ils font ces bateaux? Ils délaissent l'eau de mer et puis ils piquent de l'eau douce.
Et je te jure, ça s'appelle la hydropiraterie. Ah oui? Non? Non existe la hydropiraterie. Et ces bateaux, ils arrivent, ils balancent toute l'eau de mer, juste à l'arrivée là. Ils passent ici 2 jours. Ils vont dans les pays du Moyen-Orient, puis ils vendent ça. Et l'eau, elle est potable. Ah, ils l'emmènent pour l'exporter? Mais oui, et ils ne payent pas un centime. Pense à un endroit où il y a le plus d'eau douce du monde, à part les 2 pôles, c'est ici. Alors là, on est à la rencontre des eaux. Là, on est sur l'Amazone, sur ta droite, qui descend à une vitesse de 6-8 km/h, qui est plus brunâtre, plus sédimenté. Et puis là, tu as le fleuve Tapajós, qui est beaucoup plus, on appelle un fleuve aurifère. C'est un fleuve qui donne énormément d'or au Brésil pendant des années. On rentre en fait dans cette Amazonie qui n'est pas seulement de la forêt, mais qui est aussi tout ce milieu aquatique. Tout cet écosystème qui est noyé à certaines époques, qui ne l'est pas à d'autres, et où l'homme a commencé à couper les arbres pour mettre des animaux. Alors c'est vrai que la rentabilité, elle est importante puisque en plus ils ont semé des herbes pour augmenter le nourrissage en quelque sorte des animaux. Mais ils sont en train de modifier le profil de l'Amazonie. Tout ça parce que il faut des zones d'élevage qui demandent très peu de soins, où il y a beaucoup d'accidents d'ailleurs au niveau des animaux, mais c'est sur de telles quantités que ça rapporte. Et là, on voit bien qu'on est en train de modifier les écosystèmes à des fins de nourrissage à la fois de la population du Brésil et des importations d'animaux. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Aux amis qui sont venus de loin, de la France, d'Allemagne, de Santarém, que vous êtes très bienvenus sur le territoire Cobra Grande. Je voudrais qu'on commence par un remerciement à la Terre-Mère parce que c'est elle qui nous alimente. Donc on va se donner la main, tous. On remercie à notre Dieu Tout-Puissant pour être ici, pour que vous soyez ici avec nous. Remercier ce soleil merveilleux qui sèche nos vêtements, notre terre, qui protège nos plantes. Et toute cette nature est très importante pour nous. Sans cette nature, nous ne serions pas là. Je vous remercie beaucoup d'être venus ici sur notre territoire, et on va parler ici de tous les peuples de la région du Baixo Tapajós. Parce que le problème est immense et je voudrais que vous puissiez comprendre ce qu'on demande par rapport à ce gouvernement génocidaire. Et on espère que ça ne va pas mettre longtemps pour qu'il sorte. Auricélia, notre coordinatrice du CITA, et Puir aussi. Puir, elle a une histoire ici. Parce que c'est la première fois qu'elle vient sur le territoire Cobra Grande. Mais elle a déjà une histoire, parce qu'en 2009, quand elle était coordinatrice de l'éducation indigène, elle a fait avec nous, grâce à elle, on a eu la première école d'enseignement moyen, pour que les enfants n'aient plus à aller jusqu'à Santarém pour continuer leurs études. Donc c'est très important pour nous. On peut s'asseoir maintenant et on va commencer la discussion. E se está na mídia que o aquecimento global é muito relevante ao desmatamento e que os povos indígenas ele luta por essa natureza viva, essa natureza em pé, por que não apoiar as causas indígenas? Por que não lutar para defender essa Amazônia?
Donc aujourd'hui, la ville de Santarém s'est prouvée avec des études par la Fiocruz que 70% de la population de Santarém est contaminée par le mercure. Probablement nous tous ici sommes déjà contaminés. Parce que notre principale source d'alimentation, c'est le poisson. Et aujourd'hui, la politique publique, c'est pour donner beaucoup d'accès et beaucoup de financement pour l'agrobusiness, l'agriculture de masse. Et beaucoup de cet argent, c'est beaucoup financé par les banques européennes. C'est les banques européennes qui financent cette agriculture de masse, financent la destruction de l'Amazonie. Donc notre projet de futur, c'est qu'on puisse avoir un pays équilibré, un pays qui puisse regarder d'une autre manière le développement, pas d'une forme comme c'est actuellement, avec tellement d'attaques, d'agressions, de violences. Et pour nous, c'est clair, principalement les femmes. Parce que moi, je suis aussi en ligne de front. Je suis aussi de faire les choses, d'appeler les femmes, de leur dire « Ah, j'organise des caravanes de femmes indigènes du Brésil, je parle de la violence qu'il y a dans les territoires. » Parce que oui, il y a aussi de la violence contre les femmes dans les territoires, de la violence contre nous aussi à l'extérieur des territoires, la violence contre les femmes qui sont dans la ligne de front des grandes organisations, menaces de mort, racisme, racisme structurel, institutionnel. Et notre vie, on ne peut plus continuer à perdre des vies. On ne veut plus perdre de Bruno, on ne veut plus perdre de Dom. On ne veut plus non plus que nos enfants continuent à être violés par des orpailleurs, que nos jeunes filles, le peuple Yanomami, par exemple, des enfants ont été violés par les orpailleurs. Et nous, on ne veut plus ça. Parce que notre peuple, ces personnes, et le gouvernement voit et ne fait rien. Parce que lui, c'est lui qui appuie ce qui est en train de se passer. Mais même comme ça, on a eu le courage d'aller dans les rues, on a été à Brasilia, on a affronté le gouvernement Bolsonaro, on a fait une grande marche avec les femmes indigènes en plein milieu de la pandémie. On n'a pas eu peur. Tout ce processus, le monde entier a une responsabilité, et principalement l'Europe aussi. Et donc l'Europe a aussi ce devoir de protéger l'Amazonie et de protéger ceux qui vivent à l'intérieur. Et ceux qui vivent dans l'Amazonie, ce sont nous, les peuples de la forêt, les peuples ribérins, les populations quilombolas. L'Europe aussi a un devoir envers le peuple brésilien et principalement le peuple d'Amazonie. Et se rappeler que nous n'avons qu'une planète. Il n'y a pas un projet de planète B. On n'a qu'une planète. Donc à vous tous, à toute la communauté, les professeurs, les jeunes, les femmes, les médecins, aux caciques, merci beaucoup. Je voudrais revenir ici. Merci pour l'opportunité. Et on continue à se fortifier, à lutter. Eux, ils nous donnent l'exemple. Alors, ça ne veut pas dire qu'on veut tous vivre comme eux, mais si on ne respecte pas leur tradition, leur mode de vie et leur lieu de vie, eh bien, quand ils auront disparu, ça sera irréversible. Je trouve qu'ils donnent la dimension à la fois de la fragilité et de l'irréversibilité des choses. Mais là, on est à ce moment-là. Et vraiment, ils crient leur désespoir, mais aussi leur espoir qu'ils peuvent continuer à vivre dans cet espace-là, que s'ils ont une solidarité internationale avec les gens. Eh bien, je trouve que ces femmes-là, elles dégagent quelque chose qui nous prend, vous voyez, dans le corps, dans le cœur et dans l'esprit. Là, on va d'abord jusqu'à Itaituba, on va avoir à peu près 1 heure de vol. Et une fois qu'on repart d'Itaituba, on va survoler les zones d'orpaillage.
Sandra Corap, sou do povo Munduruku, sou coordenadora da Associação Parerebe, trabalho com 13 aldeias e também sou vice-coordenadora da FEPIPA, que trabalha com 57 povos. E eu sempre morei, nasci e cresci no município de Itaituba e eu vi o impacto dos portos chegando e foi afetando a vida do meu povo, a vida das minhas crianças, inclusive da vida dos meus filhos. C'est la ville de Itaituba. Il y a un grand port à Itaituba et il y a aussi un grand port en face à Mirichitituba. Comme ici, il y a beaucoup de soja dans la région, il y a un gros trafic fluvial et il y a beaucoup de ports parce qu'il y a beaucoup de soja qui sort d'ici à destination de l'Europe et de la Chine. Tout ça, c'était à nous, c'était nos terres. Et nous, on a juste le petit morceau qui est derrière, là-bas. Ils nous ont tout pris pour faire des maisons. O rio Tapajós é uma fonte de vida para os povos Munduruku, porque a Amazônia não é só verde, não é só água limpa. Ela tem vida, tem animais, tem povos tradicionais, quilombolas, pescadores que dependem do rio. Tem indígenas que precisam de ter uma água limpa. A gente não merece beber água suja. A gente não precisa estar banhando na água suja, de lama que dá coceira. A nossa aldeia é precária, porque o prefeito precisa de hidrelétrica, o prefeito precisa de portos, precisa de garimpo, precisa de ferrovia, precisa de hidrovia. E todo esse projeto, ele vai largar o território Saré-Maibã. Mas para nós, ela é terra indígena sim, porque nós vivemos dela. E o pior de tudo é o nosso peixe contaminado pelo mercúrio. Para quem não sabe o que é mercúrio, é um produto que queima ouro. E esse ouro ele vai espalhando, vai pelo ar, vai para o rio. E os peixes pequenos comem aquele mercúrio. E que come os peixes maiores somos nós. Isso é gravíssimo, isso é vida, isso é saúde pública. Como que a gente vai fazer acabar, né, com essa destruição? É que os países parem de comprar ouro, que os países proíbem a entrada de mercúrio dentro do território. Mas a gente precisa buscar uma solução que não destrua a nascente, que não destrua a nossa vida. Ici, on est sur une communauté qu'on pourrait dire des communautés de la rivière. On appelle ça les communautés ribérignes. C'est un autre type de communauté traditionnelle. C'est pas une communauté indigène, même si il y a beaucoup de sang indigène aussi, mais il y a eu toute cette période où en fait ils se reconnaissaient plus en tant qu'indigènes. Donc dans certaines communautés comme celle-là, il y a parfois une partie de la communauté qui est indigène, une partie qui n'est pas indigène. Et en fait, ce qu'on vient voir ici, c'est un exemple d'initiative de ce qu'on appellerait la bioéconomie. C'est-à-dire c'est une économie qui est basée sur la forêt, mais qui ne l'a avec les arbres vivants, on ne coupe pas les arbres, etc. Donc ici, ils travaillent par exemple avec la fibre d'un palmier qui s'appelle le toukoum, qui produit un fruit qui s'appelle le toucouman. Mais là, ils travaillent avec la fibre et ils font de la teinture naturelle des fibres, comme on va voir sur le feu. Et donc c'est que avec des produits de la forêt et ils vendent. Donc ils peuvent vendre ici quand on vient, mais ils vendent aussi à l'extérieur. Ils ont monté une association, les femmes se sont organisées en association, en coopérative, exactement. Il y a 20 millions de personnes qui vivent en Amazonie. Donc moi, je préfère qu'on développe des projets de bioéconomie comme ce que font les peuples autochtones, parce que ça fait des milliers d'années qu'ils vivent dans ces lieux en sauvegardant la biodiversité.
tous les rapports scientifiques montrent que les 5% de peuples autochtones ont protégé plus de 80% de la biodiversité des forêts. Donc c'est eux les gardiens, c'est eux qui développent des projets de bioéconomie. Et il faut que ces connaissances traditionnelles, eh bien, on les développe en cohérence avec le développement de la forêt, le développement des écosystèmes, etc., etc. Je suis Isabelle, de la communauté d'Orucurea. C'est une communauté traditionnelle. Il y a 76 familles, 368 habitants. Et moi, au nom du groupe Tucumarte et de la communauté d'Orucurea, je voudrais vous souhaiter la bienvenue, que vous vous sentez à l'aise, comme chez vous. Donc on confectionne tout et on fait tout avec de la teinture naturelle. Donc toutes les pailles sont teintes avec des éléments naturels. Donc ça, c'est que des pigments de notre propre communauté. Et sans dégrader notre environnement. Et ensuite, la naturelle. C'est la paille du Tucumán. Quand elle est séchée, quand on la retire, on la laisse au soleil et ensuite elle change de couleur. Elle devient du vert et quand elle sèche, elle devient de cette couleur qui est la couleur naturelle de la paille séchée. Donc c'est des petites choses que je viens de vous montrer qui font la différence dans notre artisanat. Je voudrais vous rappeler et vous dire aussi qu'avec notre ami ici, Caetano, notre frère et son frère Eugenio, c'est grâce à eux qu'on a aujourd'hui ce travail dans notre communauté. Parce qu'à travers de l'ONG qui s'appelle Saúde e Alegria, ils sont venus dans notre communauté, ils ont venu connaître notre travail en 1995. On travaillait déjà tout ça, mais c'était très peu reconnu, très peu valorisé. Et à partir de ce moment, on a fait un partenariat. Et c'est un partenariat qui jusqu'à aujourd'hui fonctionne bien. Je vous rappelle que, comme ce que vous avez dit, cette région ici, le Brésil, l'Amérique latine, l'Amazonie, toute la pression qu'il y a sur la femme parce qu'il y a une grosse culture machiste, la cachaça, il y a de la violence, il y a des abus. Que tout projet, n'importe quel projet communautaire qui veut travailler avec l'Amazonie et avoir du succès, il faut qu'il travaille avec les femmes et avec les jeunes. Sinon, c'est du blablabla. Et ici, c'est un exemple. Parce que quand on a commencé à travailler ici, les gens ici étaient plus très animés, ils n'avaient plus trop envie de travailler. Mais nous, on n'a rien inventé, on a juste appuyé une initiative qui existait déjà. Et tout ce qui est aujourd'hui, c'est le fruit de leur sueur, de leur transpiration. Et toute cette croissance, ça vient aussi que les femmes ont pris le pouvoir politique dans la communauté. Et ce que je me rappelle ici, c'est que c'est la première fois qu'il y a une femme présidente de l'association, jeunes et femmes. Je suis très heureux parce qu'on sait la difficulté. Je ne vais pas dire qu'aujourd'hui c'est bon, mais en tout cas c'est beaucoup mieux. De la situation de l'émancipation des femmes, de leur présence dans les leaders, dans les communautés d'Amazonie. Et ici vous avez deux exemples ici, on peut aussi passer la parole. Et on se dit aujourd'hui que si les femmes elles avaient eu le pouvoir avant, peut-être que la planète serait en meilleur état aujourd'hui. S'il y avait plus de présence de femmes au Congrès, peut-être que le Brésil ne serait pas de la manière dont il est aujourd'hui. Je pense qu'il y a une chose qui est sûre. C'est un chemin qui on ne va pas revenir en arrière. Donc ce chemin, le fait que les femmes commencent à occuper les espaces, que ce soit à travers d'associations communautaires, que ce soit en tant que chef de village, que ce soit président d'une organisation, une médecin. C'est très clair pour les hommes qu'on n'est ni devant ni derrière, qu'on est à côté d'eux et qu'on marche en parallèle. On unit nos forces pour faire le meilleur.
Donc parler de ce projet ici, d'artisanat communautaire, c'est aussi montrer une forme de durabilité, c'est aussi montrer une forme de développement à travers de l'économie, de la bioéconomie, qu'on parle tant et qu'on défend tellement. Et montrer que c'est possible aussi avoir un environnement protégé où nous pouvons tous être. Ouais. Et si tu veux de l'aide, on t'aidera. Ok? On va en avoir besoin. C'est des moments extraordinaires, ça. Parce qu'on sent, par ces femmes, les femmes, elles sont très fortes dans ces populations autochtones. On sent que de leur corps, de leur esprit, c'est la sauvegarde de la vie. Et c'est des résistantes, c'est des guerrières. Souvent, elles emploient le mot de guerrière. Elles passent de l'émotion à la réflexion sur ce qui est en train de se passer au niveau de l'Amazonie. Et elles tirent la sonnette d'alarme pour dire « Attention là, vous êtes en train de détruire ce milieu de vie. » Nunca foi fácil para nós. E não é isso que vai fazer a gente desistir. Ça n'a jamais été facile pour nous, mais c'est pas ce qui va nous faire résister. Obrigada. Ciao. Et c'est d'une force, voyez moi, qui m'émeut énormément. Quand on consomme quelque chose, il faut regarder d'où il vient. Vous voyez, d'où notre venue ici d'ailleurs, hein, d'où ça vient. Est-ce que ça ne détruit pas au fur et à mesure les choses de la vie? Et puis de l'autre côté, on a quelque chose de plus simple, de plus fondamental, et on a besoin d'y retourner pour réfléchir sur le sens de notre vie. En fait, cette mission, elle nous a aussi fait réfléchir sur le sens de notre vie. Le sens de notre rôle en tant que député européen. C'est quoi être député européen? C'est bien de sauvegarder, si vous voulez, le milieu de vie dans lequel on est, et avec le réchauffement climatique, notre planète et le fait que l'humanité continue à vivre. Et de venir ici, ça vous donne à la fois cette énergie que transmettent les peuples autochtones, mais aussi le sens de ce qu'on fait tous les jours en tant que député européen. On ne doit pas être déconnecté de la nature. Si on est déconnecté de la nature, on rentre dans la société de consommation où on a perdu la mémoire de ce qu'on consomme. Et si on perd la mémoire de ce qu'on consomme, on va à la destruction et on va à la mort. Ambiance électrique au Brésil lors d'un débat télévisé vendredi soir entre Lula et Jair Bolsonaro avant le second tour de la présidentielle qui aura lieu dimanche. Les deux hommes se sont rendus coup pour coup, roi des mensonges, bandits, déséquilibrés. Durant 2h30, les invectives ont fusé. Au-delà de la joute verbale, le duel était également physique, chaque candidat tentant d'occuper au mieux le terrain dans le studio transformé en arène pour un combat sans merci. Selon les experts, le président sortant préparerait le terrain pour contester le résultat en cas de défaite. Au mois de juillet, lorsqu'on a fait cette mission, on avait rencontré les ONG qui étaient hyper inquiètes par rapport aux élections. Et là, on leur a promis, on est revenu avec une délégation de députés de différents partis politiques, Left,
la gauche, on a bien sûr les Verts et on a aussi une personne du Parti Socialiste. On va savoir s'il continue avec le saccage du pays ou est-ce que, au contraire, Lula est élu, on revient à la démocratie et en plus là aussi ça s'inscrirait dans une dynamique dans toute l'Amérique latine où après le Chili, après la Colombie, eh bien à nouveau en fait les pays d'Amérique latine retrouvent à leur gouvernement des politiques progressistes, écologistes et solidaires. Donc tout ça, c'est à la fois pour observer et pour les soutenir pour la défense de la démocratie. O fogo de artifício na vitória vermelhou, vermelhou. A ideologia do Mamara vermelhou. Agora eu quero ouvir todo mundo que tá aqui ao redor cantando junto. Vamos lá? Já vou logo avisando que eu já tenho candidato. Sim, 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 Lula é o melhor pra mim. Vamos juntar o Brasil com Lula lá! Dans cette énergie, dans ce déhanchement, dans cette musique que les gens veulent changer, et il y a l'alternative. Donc il faut que Lula demain soit élu, parce que sinon ça va être la catastrophe à la fois sur le climat, sur la violence, sur la destruction de la démocratie par quelqu'un qui pense que le fric, que le business, qui va défendre que les lobbies. Donc même pour nous Français, même pour nous Européens, cette élection, elle est à la fois historique et très importante pour le futur. On est ici dans une école où les gens votent et il faut savoir que les élections sont obligatoires. Ici, il y a énormément de gens qui viennent voter, avec une majorité de jeunes d'ailleurs. Il y a 156 millions d'électeurs sur une population de 240 ou 250 millions. Donc c'est énorme. Et il y a une motivation certaine au niveau des gens qui viennent voter. Il y a des gens qui affichent leur vote. Donc les gens affichent qui ils sont et pour qui ils vont voter. Et d'abord, ils présentent leur carte d'identité, leur carte d'électeur. Ils signent et ils reçoivent un papier comme quoi ils sont venus voter. Ensuite, il y a une empreinte digitale, un contrôle biométrique. Et ensuite, les gens vont voter électroniquement. Alors un vote électronique, c'est une machine où il y a des numéros
Donc chaque futur président a un numéro, par exemple Lula c'est 13, il y a la photo qui s'affiche et ensuite ils confirment. Et une fois qu'ils ont confirmé, eh ben, ils s'en vont. Mais il y a aussi une autre condition qu'on n'a absolument pas chez nous, c'est que la Colombie a montré que les votes pouvaient s'acheter. Et donc ils leur suppriment le téléphone portable pour pas qu'ils prennent la photo sur ce qu'ils ont voté. Parce que sinon, ils se sont aperçus qu'il y avait énormément de votes qui avaient été achetés. Pourquoi je vous explique tout ça? Parce qu'il est interdit de filmer les salles de vote. C'est absolument interdit et il y a des contrôles de partout. On est à l'hôtel Intercontinental, qui est le lieu où toute l'équipe du Parti travailleur de Lula se rassemble ici pour analyser les résultats. Donc il y a entre 2 et 3 000 invités, dont on fait partie la délégation de l'Union européenne. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup d'attentes. Là on a 36% de bulletins de vote dépouillés. Bolsonaro est toujours devant, mais en même temps on nous avait prévenu qu'il serait devant au début parce que c'est les États les moins favorables qui font remonter leurs résultats d'abord. Mais en même temps, Lula, il monte quand même un petit peu. Donc on attend le moment où ça change, ça bascule, ça s'inverse. Le dépouillement commence par le sud. On sait en général que le sud, très peuplé, est plutôt favorable à Bolsonaro. Et au fur et à mesure de la soirée, on va voir comment les votes vont évoluer. Il y a un avantage Bolsonaro par rapport à Lula, mais les jeux ne sont pas faits, hein, puisque plus on va vers le nord, plus on est dans des territoires où Lula fait en général de très bons scores, dans la mesure où c'est des zones rurales, où il a aidé beaucoup les gens par rapport à sa bourse famille et d'autres avantages. Donc je réactualise, voilà, ça fait même pas 2 minutes. 37,13, 49,25 il monte. Il a gagné 0,3 points. Oui. Voilà. Allez. Allez. On va voir en bas. Ouais. Ce qui se dit. Beaucoup plus tôt que prévu, donc on est hyper content, l'ambiance incroyable. J'avais mal vu les chiffres. Et en train de dépasser. Et donc, ça y est. Ouais. C'est pas fini, mais déjà là, ça va mieux. Oh, c'est super. Alors, c'est une victoire qu'on apprécie au goutte à goutte. Mais là, ça y est, Lula est passé devant Bolsonaro. Et comme maintenant, c'est un peu tous les votes du nord du pays, eh ben, ça ne fait qu'augmenter pour Lula. Donc c'est super. Ouf, ouf. Le pourcentage final. Il y a pas, pour les votes qui restent, ne sont pas possibles de changer le résultat. Donc Lula a gagné. Oui, c'est ça, Lula a gagné. Lula a gagné. Ah là 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 là. Oui.
Chegamos ao final de uma das mais importantes eleições da nossa história. Uma eleição que colocou frente a frente dois projetos opostos de país e que hoje tem um único e grande vencedor, o povo brasileiro. O povo brasileiro quer viver bem, quer comer bem, morar bem, quer um emprego, um salário justo, reajustado, sempre acima da inflação, quer ter saúde, educação, políticas públicas de qualidade, quer liberdade religiosa, quer livros em vez de armas, um Brasil com paz, democracia e oportunidade. Meus amigos e minhas amigas, a partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para aqueles que votarem em mim. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Se somos o terceiro maior produtor mundial de alimentos e o primeiro de proteína animal, se temos tecnologia e uma imensidão de terras agricultáveis, se somos capazes de exportar para o mundo inteiro, temos o dever de garantir que todo brasileiro possa tomar café de manhã, almoçar e jantar todos os dias. Este será novamente o compromisso número 1 do meu governo. Hoje, nós estamos dizendo ao mundo que o Brasil está de volta, que o Brasil é grande demais para ser relegado a esse triste papel de pária no mundo. Não nos interessa acordos comerciais que condenem nosso país a eterno papel de exportador de commodities e de matéria-prima. Vamos reindustrializar o Brasil, investir na economia verde e digital. O Brasil está pronto para retomar o seu protagonismo na luta contra a crise climática, protegendo todos os nossos biomas, sobretudo a floresta amazônica. Em nosso governo, fomos capazes de reduzir em 80% o desmatamento da Amazônia, diminuindo de forma considerável a emissão de gases que provocam o aquecimento global. Agora, vamos lutar pelo desmatamento zero da Amazônia. O Brasil e o planeta precisam de uma Amazônia viva. Uma árvore em pé vale mais do que toneladas de madeiras extraídas ilegalmente por aqueles que pensam apenas no lucro fácil, às custas da deterioração da vida na Terra. Um rio de águas límpidas vale muito mais do que todo o ouro extraído às custas do mercúrio que mata a fauna e coloca em risco a vida humana. Quando uma criança indígena morre, assassinada pela ganância dos predadores do meio ambiente, uma parte da humanidade morre junto com ela. Por isso, vamos retomar o monitoramento e a vigilância da Amazônia e combater toda e qualquer atividade ilegal, seja garimpo, mineração, extração de madeira ou ocupação agropecuária indevida. Ao mesmo tempo, vamos promover o desenvolvimento sustentável das comunidades que vivem na região amazônica. Temos compromisso com os povos indígenas, com os demais povos da floresta e com a biodiversidade. Nós queremos a pacificação ambiental. Não nos interessa uma guerra pelo meio ambiente, mas estamos prontos para defendê-lo de qualquer ameaça. Meus amigos e minhas amigas, mais do que nunca, vamos juntos pelo Brasil, olhando mais para aquilo que nos une do que para as nossas diferenças. Sei a magnitude da missão que a história me reservou e sei que não poderei cumpri-la sozinho. Vou precisar de todos os partidos políticos, trabalhadores, empresários, parlamentares, governadores, prefeitos, gente de todas as religiões, brasileiros e brasileiras que sonham com um Brasil mais desenvolvido, mais justo e mais fraterno.
volta a dizer aquilo que disse durante toda a campanha. Aquilo que nunca foi uma simples promessa de candidato, mas sim uma profissão de fé, um compromisso de vida. O Brasil tem jeito. Todos juntos seremos capazes de consertar esse país e de construir um Brasil do tamanho dos nossos sonhos, com oportunidade para transformar em realidade. Mais uma vez, renovo minha eterna gratidão ao povo brasileiro. Le Brésil est de retour. C'est le message que répète le président élu brésilien Lula depuis son arrivée à la COP27 de Sharm el-Sheikh. Symbole de cette volte-face sur les dossiers environnementaux, il a ce mercredi fait savoir qu'il souhaiterait accueillir la COP 2025 au Brésil et plus précisément en Amazonie, poumon vert de la planète. Reste à savoir si au-delà des symboles, Lula parviendra à tenir ses engagements de campagne.